Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. René Chiche, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous recevions en mai dernier parce que vous étiez suspendu de l'éducation nationale, de votre salaire et de votre avancement pendant 3 mois. En cause, un tweet comparant le vote de l'obligation vaccinale au statut des Juifs adopté par le régime de Vichy en octobre 1940. Alors on reviendra sur le sens de votre tweet et pourquoi cette comparaison. Mais plus récemment, vous avez annoncé sur le même réseau social, renommé depuis X, que vous alliez solliciter directement l'aide d'Elon Musk. Alors pourquoi directement Elon Musk, qui est le PDG de la X Corporation ? Eh bien parce qu'après avoir fait l'acquisition de Twitter, le milliardaire avait annoncé vouloir soutenir et payer les frais de justice de tous ceux qui étaient injustement traités par leurs employeurs pour leurs propos sur ce réseau social, sans limite de prix. Alors, René Chiche, vous avez interpellé Elon Musk. Votre tweet, votre message a été vu près d'1 million de fois, liké 9000 fois, ce qui est conséquent sur la plateforme. Alors, est-ce que vous espérez vraiment que Elon Musk vole à votre secours ? Alors, c'est conséquent sur la plateforme en France, mais Elon Musk, c'est un habitué des tweets qui font 10 fois plus, 10 millions de vues, voire plus. Donc, je ne pense pas que ça ait suffi à attirer son attention. Mais effectivement, lorsque moi j'ai vu, c'était au mois d'août d'ailleurs, en plein été, lorsque j'ai vu ce tweet complètement par hasard je continue à appeler ça tweet, excusez-moi, je suis un peu Non, vieux mais jeu. on comprend, c'est encore en cours de renommage. Voilà, lorsque j'ai vu ce tweet, eh bien, je me suis dit bon, soit c'est du bluff, soit il est sérieux. Nous allons voir. Donc je l'ai interpellé effectivement. Je l'ai pas appelé à l'aide. En revanche, car heureusement, j'ai un comité de soutien qui est présent, qui a répondu présent. Et comme vous le savez peut-être, j'ai fait une cagnotte pour les frais de justice. Et ça a été vraiment déjà un succès. Bon, il se trouve que je suis parti pour un très long combat. Un très long combat qui peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Puisque, en réalité, l'affaire n'est pas encore jugée. Il y a 2 affaires en cours, en réalité, même une qui met en cause Aurore Berger, puisque c'est elle qui a déposé plainte contre moi et je suis mis en examen pour injure publique envers un député, suite au tweet que vous avez mentionné. Et une autre affaire qui est cette fois-ci au tribunal administratif contre l'éducation nationale pour faire annuler cette sanction. Et cette sanction n'a pas été motivée que par cet unique tweet, mais par un prélèvement sur mes tweets d'une quarantaine de propos où l'on me reproche de manquer au devoir de réserve. Donc ça, c'est une procédure qui va durer très longtemps. Et de 2 choses l'une, soit je gagne au tribunal et je suis certain que le ministère de l'Éducation nationale fera appel, soit je perds au tribunal et c'est moi qui ferai appel. Donc on est parti pour plusieurs années de procédure. Est-ce que En vous avez revanche, outrepassé votre droit de réserve ? et bien sûr que non. Alors je vais terminer sur le premier point et je vais vous répondre ensuite sur Bien le sûr, deuxième. allez-y. Je vais vous dire, en revanche, voilà, pourquoi j'ai interpellé Elon Musk. C'est pas vraiment que j'ai besoin de son soutien financier, même si j'ai un avocat qui est particulièrement onéreux en réalité. Mais Ça arrive. oui, mais je crois que c'est plus une question de symbole. Une question de symbole, étant donné que le tweet qu'il a fait, il s'en est peut-être pas rendu compte au départ, mais il parle de l'employeur. Je suis fonctionnaire. Mon employeur, c'est l'État. Conséquent, c'est l'État qui se retourne contre moi au travers du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, si j'obtiens le soutien d'Elon Musk, c'est-à-dire en fait si il est fidèle à sa parole, puisqu'il a pris cet engagement, eh bien, nous allons nous retrouver dans la configuration suivante où Elon Musk va me soutenir contre l'État français. C'est quand même intéressant parce que Elon Musk est en train de bouleverser un peu les lignes et de devenir comment dirais-je, le soldat de la liberté d'expression dans le monde et grâce à son réseau. Et j'avoue effectivement que moi qui avais les plus grandes réserves vis-à-vis de Twitter et des réseaux sociaux en général, je me rends compte que c'est devenu maintenant un outil absolument indispensable pour faire vivre la critique. Car en face, si vous voulez, on est dans une situation où les médias, en tout cas les principaux médias, ceux qu'on appelle les médias mainstream,
j'ai horreur de ce terme, mais bon, je l'utilise parce que c'est celui que tout le monde utilise. Médias de grand chemin. Voilà, où les médias Traditionnels. officiels, subventionnés, largement subventionnés, ne font plus leur travail. Ne font plus leur travail, c'est-à-dire n'organisent plus d'une façon transparente le débat public. Le débat public qui, dans une démocratie, a besoin de confrontation et de critique, pas d'invective et pas de mise en scène, je dis bien de critique au sens philosophique du terme. Donc voilà, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon avocat, puisque c'est pas moi, René Chiche, qui vais entrer en contact avec Elon Musk, j'ai demandé à mon avocat d'entrer en contact avec lui, avec son entreprise, et de tenir sa promesse. Et je tiendrai effectivement au courant tout le monde de la réponse. Voilà. Comme c'est très récent, vous avez cité le tweet dans lequel j'ai annoncé cela. Il date de moins d'une semaine, il date de quelques jours seulement. Donc, comme c'est très récent, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle ce qu'il en est. Concernant votre deuxième question, à savoir... Oui, sur votre droit de réserve. Voilà, Votre devoir, pardon, de réserve. Ce qui m'est reproché exactement. Je vais résumer d'une façon un peu, un peu à la manière de Twitter, c'est-à-dire d'une façon courte et virulente. Vous vous souvenez du numéro de Charlie Hebdo dans lequel, je ne sais plus quel caricaturiste, je crois que c'était Cabu, avait dessiné en titre une représentation de Allah en disant « c'est dur d'être aimé par des cons ». C'est dur d'être aimé par des cons, ben, c'est dur aussi d'être lu par des cons, figurez. Et moi, hélas, le fond de mon affaire, c'est que j'ai été élu par des gens qui ne savent pas lire, qui m'attribuent des choses que je n'ai jamais dites, ou bien qui font comme si je n'étais pas celui que je suis. Sur Twitter, j'ai publié environ 18 000 tweets, si je ne m'abuse, et on en a prélevé de façon complètement arbitraire quelques-uns qu'on a cités dans un acte d'accusation grotesque. Moi-même, quand j'ai reçu cet acte d'accusation, c'est-à-dire quand j'ai reçu un courrier officiel du rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille m'annonçant que je faisais l'objet d'une procédure disciplinaire, moi-même, quand j'ai lu cette lettre de 4 pages, elle m'est tombée des mains et je me suis pas du tout reconnu dans les tweets qui sont cités. Mais vous savez, lors de ma commission disciplinaire, j'ai expliqué cela et j'ai dit que on pouvait faire passer n'importe qui pour un imbécile ou une ordure, y compris le président de la République, en prélevant quelques citations comme ça, quelques mots sortis de leur contexte et en donnant une image totalement fausse de la personne. Donc moi, ce que je veux d'abord faire entendre au juge, et ça va pas être évident. Ça va pas être évident parce que l'administration s'est débrouillée pour, en quelque sorte, persuader le juge que j'étais fautif, que j'avais enfreint un devoir de réserve. Je suis non seulement professeur de philosophie, je suis dans la vie et dans l'exercice de mon métier tout à fait respectueux des règles et des convenances. Je suis politiquement extrêmement modéré, mais j'ai une plume et j'utilise toutes les ressources de la langue française. Par conséquent, vous pouvez avoir côte à côte des tweets qui sont extrêmement relevés, enfin qui sont écrits dans un style extrêmement relevé, et d'autres où j'utilise à dessein et en quelque sorte pour répondre à la provocation à laquelle je réponds, le même registre de langue que les personnes auxquelles je réponds. Donc, nous sommes ici dans une espèce de quiproquo, de malentendu, et on a voulu faire de moi un exemple, ou plutôt ce qu'on m'a reproché, c'est en fait mon audience. Parce que les choses que j'ai dites, je les aurais dites exactement de la même façon, sans avoir l'audience que j'avais, je n'aurais eu aucun problème. Et j'ai moi-même relevé sur Twitter, figurez-vous, des propos de collègues qui sont pour le coup grossiers, insultants, injurieux, par lesquels ces derniers portent atteinte vraiment à l'image et à la réputation de l'éducation nationale. Là, je viens de vous citer les choses qui me sont reprochées, alors qu'en réalité, moi, je pourrais produire des milliers de témoignages de gens qui me remercient de dire ce que je dis et qui même
me signalent à plusieurs reprises qu'ils auraient aimé avoir un professeur comme moi. Je ne vois pas comment, avec de tels témoignages, je pourrais réellement porter atteinte à l'image et à la réputation du service public, comme on dit. C'est cette comparaison qui, on l'imagine, a attiré le regard sur vos tweets. Exactement. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que Madame Aurore Berger, euh, je ne sais pas de quelle façon d'ailleurs elle est tombée sur ce tweet. Madame Aurore Berger, lorsque j'ai écrit quelques jours, 2 jours avant le vote de la loi instaurant le pass vaccinal, que ceux qui voteraient cette loi, je parlais à ce moment-là donc de quelque chose qui ne s'était pas encore produit, j'employais le futur. Les députés qui voteraient cette loi étaient les dignes héritiers de ceux qui ont permis l'adoption du statut des Juifs. Euh, Elle s'est jetée sur moi, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. En tout cas, je l'ai reconstitué. C'est que à l'époque, si vous permettez cette grossièreté, elle en prenait plein la figure. Elle en prenait plein la figure. Elle se faisait traiter de collabo, de nazi. C'est ce qu'elle a prétendu en particulier dans une interview au Parisien, qu'il a interrogé sur la plainte qu'elle déposait contre moi. Donc, et moi, je ne l'ai pas visé. Enfin, non seulement je ne l'ai pas visé, mais en plus, je ne l'ai pas non plus traité ni de nazi ni de collabo. J'ai comparé deux objets juridiques. Deux objets juridiques parce que, à ma connaissance, et je n'ai pas été contredit sur ce point par personne, euh, depuis le statut des Juifs, il n'y avait eu aucune loi en France qui avait instauré une telle ségrégation au sein de la population et qui avait interdit la fréquentation de certains lieux, l'usage de certains services à des personnes qui n'avaient commis aucune faute. Je dis bien qui n'avaient commis aucune faute, car la loi instaurant le pass vaccinal est en contradiction totale avec l'absence d'obligation vaccinale. À partir du moment où on reconnaît aux gens la liberté de se faire vacciner ou pas, on ne peut pas se permettre ensuite de traiter ceux qui usent de cette liberté qu'on leur reconnaît comme des malfrats, des criminels, des parasites ou je ne sais quoi. Et il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, non seulement les personnes qui ne se vaccinaient pas étaient privées de certains droits, mais en plus, elles faisaient l'objet d'insultes permanentes, de caricatures permanentes. Et moi, je n'ai pas supporté ça. Je n'ai pas supporté ça parce qu'effectivement, ça évoque des souvenirs euh, insupportables. Euh, je, je, je voudrais dire que j'ai été aussi accusé par des représentants de la communauté juive, dont je fais, en tout cas par mon nom, partie, parce que moi, je suis plutôt un juif à la façon de Spinoza, c'est-à-dire je me sens pas du tout spécialement juif, mais j'ai été interpellé par des Ariel Goldman, par le grand rabbin de France, etc., par Jacques Attali qui me suivait et qui a cessé de me suivre à ce moment-là, et tout un tas de gens de cette voilà de cette farine, si je puis dire. Et je voudrais leur dire à tous ces gens quelque chose que je n'ai encore jamais dit, jamais écrit sur Twitter. Mon père, lorsqu'il était à l'école et qu'il avait 9 ans, en 1941, à Alger, du jour au lendemain, n'a plus eu le droit d'aller à l'école. Parce qu'on avait appliqué à ce moment-là le statut des Juifs avec un peu de décalage par rapport à la métropole. Et effectivement, moi, du jour au lendemain, j'ai vu des gens qui ne pouvaient plus prendre le train, qui ne pouvaient plus aller au restaurant. C'est insupportable. Donc, ça explique le ton que j'ai utilisé. Mais j'ai tout à fait le droit d'utiliser ce ton. Ce qui est grave dans mon affaire, c'est que on, on me poursuit pour avoir exprimé une opinion et pour la façon dont je l'ai exprimée. Mais depuis quand, en France, un humoriste ou un prétendu humoriste aurait le droit d'insulter ses compatriotes avec un micro auprès de millions de personnes et un professeur n'aurait pas le droit de lui répliquer? Je parle d'un humoriste parce que j'ai en tête une certaine Sophia Aram, qui s'est permis aussi à l'époque d'être extrêmement désagréable, voire insultante vis-à-vis des personnes qui protestaient contre le pass vaccinal, en les traitant de teubés, comme elle disait. Et moi, je lui ai répondu du tac au tac, mais enfin, on a quand même le droit en France de s'exprimer, ou alors si on n'a plus le droit de s'exprimer, alors c'est qu'on a changé de régime.
Vous imaginez bien que c'est une page d'histoire qui est éminemment sensible, et donc toute comparaison, à l'image des gilets jaunes qui avaient arboré une étoile jaune sur leur gilet, des anti-pass sanitaires qui avaient arboré une étoile jaune, avaient eux aussi été fortement pointés du doigt. C'était assez inévitable. Vous ne pensez pas ? Oui, bien sûr. Mais si j'avais justement, j'ai expliqué ensuite, puisque ce tweet a provoqué immédiatement non seulement la réaction d'Aurore Berger qui a annoncé qu'elle portait plainte, mais dans la foulée un tas de réactions, y compris un tas d'autres députés du même groupe qui ont annoncé, eux ne l'ont pas fait, elle l'a fait, qui ont annoncé qu'ils portaient plainte également, tout simplement parce qu'ils ont mal lu ce que j'ai écrit. Moi, je n'ai jamais je vous dis bien, et je mets au défi quiconque de le prouver, de prouver le contraire, pardon. Je n'ai jamais comparé les personnes qui n'étaient pas vaccinées aux Juifs. Et je n'ai pas du tout comparé leur statut avec le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, ça aurait été indécent, une telle comparaison. Personne ne risquait sa vie. Non, je répète que j'ai comparé... les législateurs en question. Oui, j'ai comparé d'abord 2 objets juridiques et puis j'ai comparé 2 climats. 2 climats. Parce que ce qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas arrivé comme ça, comme un orage dans un ciel serein. Ce sont des choses qui se préparent et qui se préparent au niveau des mentalités, mais les mentalités collectives, ce sont d'abord des façons de sentir, ce sont des affects. Et là, ce que j'ai vu, moi, c'est la préparation, effectivement, ou la répétition d'affects semblables à ceux qui avaient conduit finalement une majorité de la population à détourner le regard pendant que les Juifs arboraient une étoile jaune et ensuite étaient envoyés dans les camps. Je suis désolé d'être cru comme ça, mais à un moment donné, ou bien on fait semblant et on utilise... Moi, c'est pas mon cas d'ailleurs. Je n'ai jamais voulu instrumentaliser cette question. J'ai jamais voulu instrumentaliser la Shoah, contrairement à ceux qui me font le reproche de ce qu'ils font eux-mêmes, puisque c'est eux, au fond, qui brandissent la Shoah comme un argument qui est censé supprimer tout débat. Voilà. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. Mais si, on a tous les droits. Et je voudrais vous citer une dernière chose. La Commission des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt célèbre de 1976 sur la liberté d'expression, rappelle ceci. Elle rappelle que la liberté d'expression n'est pas donnée simplement aux opinions qui ont les faveurs du gouvernement ou de la majorité de la population, mais également aux opinions qui dérangent, qui heurtent et qui vont dans le sens contraire, y compris à celui de la majorité. Je vous rappelle que Socrate, qui est le fondateur de la philosophie, et dont je suis, pardonnez-moi, c'est pas de la prétention de dire ça, mais dont je suis un disciple, Socrate a été condamné à mort, et il a été condamné à mort par le premier régime démocratique de l'histoire. Cela en dit long. Cela en dit long sur les rapports entre la vérité et la démocratie. Cela en dit long sur les rapports entre la philosophie et la société. Et voilà, il y a dans ce qui m'arrive quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que je vous ai dit que mon audience dérangeait. Je crois qu'aussi la façon dont j'ai eu d'intervenir dans ce débat dérangeait, et que c'est la cause profonde de cette procédure. Maintenant, puisque j'ai cité Aurore Berger, il y a, figurez-vous, là-dedans aussi quelque chose de très grave. C'est que Aurore Berger... Rapidement, René Chiche, je vais devoir vous couper sinon. Aurore Berger a porté plainte contre moi, mais elle a demandé au ministère de me poursuivre. Et ça, c'est un détournement du pouvoir administratif. Ça, c'est absolument inadmissible. Et je veux que toute la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles l'éducation nationale a été saisie. Parce que, évidemment, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille n'est pas derrière Twitter en train de surveiller mon compte. Oui, il y a une procédure, une plainte d'Aurore Berger, qui est la présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la majorité, et une procédure administrative contre vous. Merci René Chiche d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie et exclu de ses fonctions et privé de son salaire pendant 3 mois par l'Éducation nationale. On va suivre donc votre recours auprès de Elon Musk.